la CCI France aux Pays-Bas et j'ai travaillé dans le recrutement pendant presque 20 ans. D'où la raison que je vous donne cette présentation aujourd'hui. Et j'ai travaillé notamment avec des non-néerlandais. J'ai passé des années et des années dans le recrutement multilingue où nous travaillons pour les entreprises internationales ici aux Pays-Bas qui étaient à la recherche de non-néerlandais. Et donc, je peux partager mon expérience de toutes ces années de recrutement avec vous. Ce webinaire fait partie de notre semaine de la francophonie qu'on organise chaque année autour de la journée internationale de la langue française et de la francophonie du 20 mars. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la CCI, les CCI France à l'international font partie d'un réseau de 119 chambres françaises à l'international. Et nous avons comme mission de promouvoir le commerce entre la France et le pays local, donc dans notre cas les Pays-Bas, et de renforcer la relation d'affaires franco-néerlandaise. Et donc, ce webinaire aujourd'hui fait partie de notre mission aussi de naturellement accompagner les Français à l'étranger à trouver un travail et à intégrer le marché du travail néerlandais. Je vais commencer à partager la présentation. La présentation est partagée en plusieurs chapitres et je vous propose qu'on laisse à chaque fois, après chaque chapitre, du temps pour vous de poser des questions. Comme ça, retenez vos questions, juste les quelques slides du chapitre et après, je vous laisse poser vos questions. On va voir déjà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Donc, aujourd'hui, on commence, pardon. On va parler du marché de l'emploi comme elle est actuellement. Je vais vous parler de comment entrer sur le marché de l'emploi néerlandais, naturellement comment postuler aux Pays-Bas et puis quelques spécialités quand vous travaillez ici aux Pays-Bas. Donc, le marché de l'emploi aujourd'hui, en fait, c'est des bonnes nouvelles pour ceux qui sont à la recherche de travail parce que le taux de chômage est très, très bas aux Pays-Bas. Déjà, depuis 2019, on voit un taux de chômage qui est autour de 3-4%. Donc, en 2019, 3,3%. Avant Covid, juste avant Covid, même 2,9%. Et actuellement, au mois de janvier, on est à 3,6%. Ça, c'est assez élevé même, parce que en les saisons basses, donc comme au mois de janvier, donc en hiver, il y a beaucoup plus de saisonniers qui travaillent pas actuellement. Donc, ça veut dire qu'en printemps et en été, il y a encore beaucoup plus de personnes qui travaillent. Donc, ça va encore baisser au cours de ces mois à venir. Ce qu'on voit actuellement, donc le marché est vraiment en faveur des candidats. Donc, il faut en profiter actuellement avec 123 postes ouverts pour 100 personnes sans emploi. Naturellement, il faut avoir le bon match entre le poste et les candidats. Donc, on ne peut pas avoir un plein emploi encore avec 0% de taux de chômage, mais on est avec 3,6% de taux de chômage aussi en plein emploi. Et donc, un grand nombre de postes ne sont pas pourvus. Naturellement, il y a des postes qui ne sont pas pourvus où il faut absolument parler le néerlandais, mais les Pays-Bas sont tellement orientés vers l'international que vous avez quand même, il y a beaucoup de postes où le néerlandais n'est pas obligé. Ce qui est très bien aux Pays-Bas, c'est que le télétravail est déjà une habitude. Naturellement, dans tous les pays, depuis Covid, depuis les confinements, c'est beaucoup plus accepté qu'avant. Mais on voit qu'aux Pays-Bas déjà, comparé aux autres pays, 14,1% avaient déjà, on avait déjà du télétravail aux Pays-Bas. Quand si on compare ça à la France, c'est de 6%. Donc, quand le confinement a commencé, il y avait beaucoup moins de chocs ici aux Pays-Bas qu'en France, parce que les gens passaient très facilement au télétravail une fois qu'on était confinés. Et donc, on était beaucoup plus prêts déjà pour le future of work.
c'est lié à notre culture aussi. Il y a une différence culturelle quand même qui est importante entre la France et les Pays-Bas. Notre culture professionnelle est déjà plus flexible et en général, la relation au travail est fondée sur la confiance. On le voit avec le télétravail, mais par exemple aussi avec les arrêts maladie, on voit la même chose. Aux Pays-Bas, on n'a pas besoin d'avoir un certificat de votre médecin, on passe simplement un appel à votre employeur en disant que vous êtes malade et une fois que vous êtes guéri, vous revenez au travail. Donc ça aussi, c'est fondé sur la confiance beaucoup plus que en France où il faut avoir une sorte de preuve de votre médecin pour, pour vous mettre en arrêt maladie. La flexibilité également du temps partiel ou le travail indépendant. Pour celles et ceux qui sont déjà là depuis plus longtemps aux Pays-Bas, je pense que vous avez déjà remarqué que le temps partiel est très normal aux Pays-Bas. Donc, en général, plus que 50% des salariés travaillent à temps partiel. Aux Pays-Bas, le travail, le plein temps, c'est 40 heures par semaine. Et donc, à partir de 36 heures, on voit que c'est temps partiel. Exceptions sont les postes de fonctionnaires. Le gouvernement, en général, c'est 36 heures, le temps plein. Mais donc, dans le privé, c'est 40 heures par semaine. Et donc, dès qu'on travaille 36 heures au moins, c'est considéré comme temps partiel. Et on voit surtout, pour les femmes, 74% des femmes travaillent à temps partiel. Cela ne veut pas dire, en fait, que si les gens travaillent à temps partiel, qu'ils font rien d'autre le reste de la semaine. Naturellement, tu as celles et ceux qui s'occupent de leur famille ou de quelqu'un dans leur famille, ils prennent soin de leurs enfants ou de quelqu'un qui en a besoin. Mais on a aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs et même des gens qui combinent l'autre entrepreneur avec leur job fixe. Donc, ça veut dire que ça leur permet d'avoir un salaire de base pour, par exemple, 3 jours par semaine comme employé et à côté, ils peuvent exercer leur autre métier, leur autre profession en auto-entrepreneur. On voit donc déjà aux Pays-Bas, on est numéro 6 en Europe, 12,8% de la population active en 2020. C'était les derniers chiffres connus. Et donc en moyenne, c'est 9,9% en moyenne en Europe. Je vous laisse poser des questions si vous en avez. Donc peut-être vous pouvez du coup allumer votre micro et la vidéo si vous avez l'éteint pour me poser une question s'il y en a un. Non, si je peux. J'ai l'impression que ça a l'air d'être clair pour tout le monde, en tout cas. D'accord, mais je continue et puis prochain chapitre, je vous laisse de nouveau la possibilité de poser des questions. Donc, comment entrer sur le marché de l'emploi néerlandais? Ce qui est très bien, donc, en tant que non-néerlandophone, et là, je pars du principe que vous êtes tous non-néerlandophones. Si vous êtes bilingue, ben, encore mieux, parce que, effectivement, avoir les deux ou même trois, donc, en fait, aux Pays-Bas, on part un peu du principe que vous parlez anglais, mais peut-être ça, c'est bien quand même de préciser que si on dit bilingue avec le français et le néerlandais, en fait, je veux dire trilingue avec l'anglais qui est obligatoire. Je pense qu'avec la nouvelle génération de Français, on part du principe que vous parlez tous bien anglais, ou au moins vous avez une base d'anglais. Parce que si vous arrivez sur le marché néerlandais pour une entreprise donc orientée vers l'international, la langue parlante est forcément l'anglais. Parce que ça veut dire que vous travaillez avec un mix de nationalités, et donc la seule langue commune sera l'anglais. Donc, si vous arrivez aux Pays-Bas et vous vous dites que vous n'êtes pas encore très bien à l'aise en anglais, il faut mieux commencer par bien apprendre l'anglais plutôt que le néerlandais, parce que vous avez beaucoup plus de chances avec un bon niveau d'anglais, du coup, pour travailler dans l'international, dans les environnements internationaux.
Et on voit actuellement dans les grandes villes, le Randstad, en fait, on considère le Randstad, Amsterdam, Utrecht, La Haye, Rotterdam, qui sont vraiment les grandes villes avec la plupart des entreprises internationales qui sont basées là-bas, plus après Eindhoven, qui est quand même la high-tech campus et qui est de plus en plus international aussi, qui est dans le Brabant, dans le sud du pays. Et puis Amsterdam est vraiment la plus internationale avec 180 nationalités différentes. On voit avec la pénurie de personnel dans les restaurants, dans les bars, cafés, dans les magasins, qu'on parle même plus néerlandais, nous, parce que la plupart des employés ne parlent pas néerlandais eux-mêmes. Donc, ça veut dire que moi, souvent, je parle anglais si je suis dans un magasin, dans un café, dans un restaurant. Et donc, ça montre combien la ville d'Amsterdam est vraiment orientée vers l'international et où ne pas parler néerlandais est très, très accepté. Donc, par contre, il faut parler l'anglais. Il y a des professions qui sont les plus demandées en 2022. Cela ne veut pas dire que pour chaque profession, vous n'avez pas besoin de parler néerlandais. Mais on voit que ce sont des professions qui se développent de plus en plus et que donc, dans les trends, ils sont vraiment montrés que ce sont des professions sur lesquelles on peut bien se spécialiser si on a envie d'être sûr dans le job. Et donc, ce sont les spécialistes en ressources humaines. Dans les ressources humaines, on voit aussi des possibilités pour les non-néerlandophones. Ça dépend un peu du poste. Si c'est vraiment beaucoup plus vers tout ce qui est juriste, naturellement, il faut connaître au moins les bases juridiques néerlandaises. Mais dans une entreprise internationale, aussi, on touche au recrutement, en people management. Sans le néerlandais, on peut très bien travailler aussi dans les ressources humaines. Et puis, naturellement, les nouvelles technologies et cybersecurity, en IT, beaucoup est en anglais, pardon. Puis, les spécialistes des espaces verts, ça dépend un peu du poste, s'il faut parler néerlandais. Les installateurs, les mécaniciens, les professionnels de la petite enfance, les psychologues et les chauffeurs, livreurs et personnels de service à la clientèle. Mais surtout, ces derniers, chauffeurs, livreurs et personnels de service à la clientèle, ça, il y a beaucoup de non-néerlandais pour vraiment pouvoir accompagner tous les clients de toute nationalité. On voit souvent que pour les postes de service clientèle, c'est pour toute Europe ou Europe, Middle East, Africa, EMEA. On voit souvent dans les postes EMEA et ça veut dire donc Europe, Middle East, Africa. Et ce qui veut dire qu'en fait, toutes les langues seront présentées dans ce service clientèle. Et donc, les secteurs les plus prometteurs en 2023, donc administration, secrétariat et ressources humaines, encore pas pour tous les postes, on n'a pas besoin de parler le néerlandais, mais donc en ressources humaines, comme je l'ai dit, il y a bonne chance que vous pouvez aussi travailler sans le néerlandais. Finance, pareil. De temps en temps, il faut naturellement connaître les règles financières ici aux Pays-Bas, mais si vous avez la base, juste des règles financiers ici, sans parler le néerlandais, c'est très bien possible aussi de venir travailler ici dans les finances. L'hôtellerie, loisirs, naturellement, avec l'anglais, ça va très bien. Conseil à la clientèle, pareil. Avec la base de l'anglais et votre donc langue maternelle pour aider les clients francophones dans votre cas, c'est très bien parce qu'il faut connaître non seulement la langue, mais naturellement aussi comprendre la culture. Et surtout quand on fait des affaires avec un autre pays, il faut non seulement parler la langue, mais également comprendre la culture du pays. Après, le transport et logistique, naturellement, et les ventes, marketing, communication, pareil. Pour les entreprises qui sont orientées vers l'international, qui souhaitent développer aussi leurs produits, leurs services dans un autre pays. Il est très important de connaître ce pays, cette langue, et donc très bien possible de travailler dans votre langue pour ce type de poste. Les réseaux sociaux et votre recherche d'emploi.
Là, je vais voir si je peux voir le plus que possible des vidéos de vous, parce que je suis très curieuse de savoir, est-ce que vous avez tous un profil LinkedIn? Oui. Oui, Oui et non. Mais il n'est pas du tout assumé et complet. ok. Non. Ça, c'est la réponse que je m'attendais un tout petit peu, parce que comparé aux Pays-Bas, la France a commencé plus tard à développer son réseau LinkedIn. Et pour les Pays-Bas, il est très, très important d'avoir un bon profil LinkedIn. Et donc ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne pour commencer. C'est vraiment LinkedIn est incontournable. Je dirais presque, si moi, je reçois soit une candidature de quelqu'un ou même je reçois une demande d'un entrepreneur français qui veut être accompagné sur le marché néerlandais, la première chose que je vais faire, c'est je vais sur LinkedIn, je vais regarder le profil de la personne, mais aussi de son entreprise s'il demande quelque chose pour son entreprise. Et si je ne le trouve pas, je me méfie presque si c'est une demande sérieuse ou non. Pareil pour une candidature. On a même des possibilités de candidature maintenant où la personne peut envoyer son profil LinkedIn au lieu de son CV, parce qu'en fait, normalement, on peut tout trouver sur le profil LinkedIn. Naturellement, il faut toujours avoir un CV, hein, parce que vous allez quand même candidater normalement via le mail avec un CV, mais de plus en plus, on voit qu'on peut aussi passer des candidatures parce qu'il y a de plus en plus de postes qui sont disponibles sur LinkedIn. Donc, LinkedIn est incontournable. Ce qui est important, c'est vraiment de montrer vos réussites, donner des résultats, montrer ce que vous offrez et ne soyez pas modeste. Parce que ça, c'est toujours difficile de se vendre soi-même, mais candidater, trouver un travail, c'est quand même se vendre soi-même. Et si vous trouvez ça difficile de voir ce qu'on demande, ou quelles sont vos réussites, quelles sont vos compétences, vos talents, LinkedIn a aussi la possibilité de demander un témoignage. Et comme ça, si vous avez travaillé avec quelqu'un, si vous avez travailler pour quelqu'un, pour un manager, n'hésitez pas à demander un témoignage sur LinkedIn non plus. Et donc, votre réseau est vraiment votre meilleur atout. Donc, il faut être actif sur LinkedIn. Vous pouvez vous connecter avec vos pairs, vos clients, vos collègues, vos managers, liker, partager, publier vous-même et aider les autres. Pour donner un exemple, si on voit une question sur LinkedIn, quelqu'un demande je suis à la recherche d'un travail, qu'est-ce que je pourrais faire? Nous, on peut déjà donner quelques tips, on peut même leur dire, voilà, contactez telle et telle personne. Ça veut dire que vous aidez activement vous-même quelqu'un. Donc, vous avez une expertise sur quelque chose et ça peut aider les autres si vous mettez ça en dessous dans les commentaires d'un post de quelqu'un. Après, avoir des connexions, ça va vous aider aussi vous-même si vous êtes à la recherche d'un travail. Imaginez que vous voyez un travail, un poste disponible sur LinkedIn. Donc, comme je disais, plus en plus d'entreprises mettent leur poste sur LinkedIn. Après, ça vous aide déjà de voir combien de personnes ont postulé. On peut voir ça. Donc, si vous voyez un poste, je donne un exemple, de Customer Service pour la France, vous pouvez voir combien de personnes ont postulé. S'il y en a 2 ou 3, ça veut dire que vous avez beaucoup de chance, que apparemment c'est un poste qui est difficile à pourvoir. Et donc, vous avez beaucoup de chance si vous postulez. S'il y en a 60, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'être ceux ou celle qui va être choisi. Il y a aussi la possibilité de voir si vous êtes connecté à la personne qui a posté ce post. Donc, si le recruteur X a posté le post et vous voyez que vous êtes soit directement déjà connecté avec la personne ou en deuxième degré,
ça peut vous aider. Si vous voyez que vous connaissez quelqu'un qui est déjà lié à cette personne, ce recruteur, vous pouvez aussi demander à votre connexion si cette personne peut vous mettre en contact direct avec le recruteur. Ça vous donne une meilleure chance aussi d'être choisi parce que le recruteur aussi aura déjà un lien et peut-être une sorte de référence active pour vous. Et donc, la culture au travail est différente. On a, et ça, je reviens là-dessus aussi dans la différence culturelle entre la France et les Pays-Bas, mais notre culture professionnelle est beaucoup plus informelle. On a une hiérarchie qui est très plate et chacun peut prendre la parole. Attention, par contre, en tant que Français, il faut faire attention de ne pas confondre cette informalité et cette manque d'énergie avec le professionnalisme et le respect pour la personne. Parce que ça ne veut pas dire qu'on ne demande pas une attitude professionnelle, sérieuse et naturellement le respect pour les gens autour. La différence, par contre, est que dans une réunion, si le manager ou le directeur prend la parole, propose une nouveauté pour l'entreprise, il est très bien possible aux Pays-Bas que quelqu'un dans la réunion va lever la main en disant « Voilà, mais je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord, je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que telle et telle est la raison. » Et ça, c'est quelque chose, si on est un directeur français et on arrive pour la première fois aux Pays-Bas, on voit que ça peut choquer parce que ça veut dire que le directeur français, il va prendre la parole dans une réunion et il a le néerlandais dans la réunion, va se lever la main en disant « Voilà, je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord. » Ça, c'est quelque chose qui passe aux Pays-Bas. Ce qui est très bien, c'est en fait, on utilise la connaissance, le savoir-faire commun de toute entreprise. Et moi, donc je suis néerlandaise, donc je suis plutôt grandie dans la culture néerlandaise. Pour moi, c'est quelque chose qui enrichit, parce que si moi, j'ai des idées, mais je ne suis pas tous les jours sur le terrain, je peux avoir une très bonne idée, mais il y a probablement mes collaborateurs qui sont tous les jours sur le terrain, qui parlent tous les jours aux clients et qui savent beaucoup mieux que moi si une idée va marcher ou non avec leurs clients avec qui ils ont un contact tous les jours. Mais donc, ça peut être un peu peut-être même choquant si on arrive d'une hiérarchie en France dans une entreprise aux Pays-Bas où il n'y a pas du tout d'hiérarchie et où chacun en fait peut dire ce qu'il pense et donner ses idées. Et donc, ce qui est important aussi, pareil, le statut de l'interlocuteur ne joue aucun rôle. Il est beaucoup plus important, le contenu du message est beaucoup plus important. Et donc, il faut être clair, il faut être concis. On est assez, on peut dire, efficace. Si on a une réunion, on tient vraiment aux horaires, on ne va pas dépasser les horaires. On est à l'heure, mais on finit à l'heure aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très important aux Pays-Bas. Et pour les Néerlandais, pour donner un exemple peut-être concret, pour donner le statut de l'interlocuteur, si une règle applique à quelqu'un, il applique à tout le monde. Elle applique à tout le monde. Et j'ai un bon exemple pendant le confinement. Donc, les Pays-Bas sont un royaume, donc on a un roi et une reine. Et la famille royale, pendant les vacances scolaires, il y a 2 ans, quand on était confinés, sont partis en vacances dans leur avion privé pour aller dans leur maison en Grèce. Et donc, le Premier ministre Rutte avait juste annoncé 1 semaine avant qu'on était confinés dans le sens où on n'avait pas le droit de partir à l'étranger pendant les vacances scolaires parce qu'il fallait juste mieux rester dans le pays, pas partir. Et donc, en fait, il avait demandé au peuple néerlandais de ne pas partir pendant les vacances scolaires. Et puis, les gens qui font des plane watching, ils avaient découvert que la famille royale était partie en avion pour les vacances scolaires.
Ben là, le peuple néerlandais n'accepte pas. T'as beau être la famille royale, le roi et la reine, mais si on a une règle et aux Pays-Bas, on n'a pas le droit de partir, vous ne partez pas non plus. Ils ont rentré le lendemain. Ils se sont excusés. Ils se sont dit, OK, c'est vrai que on n'aurait pas dû faire ça. On pensait qu'on pouvait parce que c'était notre jet privé. On n'avait pas de problème de contamination Covid. On était dans notre propre maison en Grèce. Mais ils ont dû rentrer le lendemain parce qu'aux Pays-Bas, c'est pas parce que tu es le roi que tu as le droit d'ignorer des règles qui sont là pour tout le monde. Puis, une autre différence avec la France, c'est par rapport à comment on regarde les CV, les expériences et le diplôme. Aux Pays-Bas, l'expérience de travail est beaucoup plus importante que le diplôme. Donc, l'école que tu as fait, ça n'a beaucoup moins d'importance qu'en France. En France, on a les grandes écoles de commerce, par exemple, où on est plus ou moins sûr d'avoir un job après savoir passer son diplôme à cette grande école. Aux Pays-Bas, on a les universités qui, naturellement, il y en a qui ont plus de statut que d'autres, mais ça donne pas spécifiquement plus accès au marché du travail. Et l'expérience de travail est toujours beaucoup plus importante. Donc, imaginez que vous n'avez pas pu terminer pour n'importe quelle raison des études, mais après, vous vous êtes rattrapé, vous avez fait de l'expérience de travail pendant votre parcours, vous avez obtenu via des cursus et d'autres des compétences. Un recruteur ne va plus trop regarder est-ce que vous avez eu votre diplôme, non, qu'est-ce que vous avez fait depuis dans votre travail. Aussi, des parcours qui sont atypiques ou des trous dans le CV, tant que vous expliquez bien ce que vous avez fait et qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, imaginez que vous avez commencé avec un certain parcours parce que vous pensiez à l'époque que ça, c'était vraiment le métier que vous voudriez exercer et vous vous êtes rendu compte que finalement, vous avez découvert d'autres métiers, vous avez découvert que cette profession que vous pensiez être la vôtre ne l'est pas et vous avez changé après. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable aux Pays-Bas. Si vous avez décidé, quand vous êtes devenu mère, de rester la première année avec votre enfant et que vous recommencez le travail après, il n'y a pas de problème. Tout tant que vous expliquez, tout va avec la communication. Si vous pouvez expliquer les choix que vous avez faits, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, oui, c'est ce que j'ai dit. Je vois l'heure aussi, donc je pense que je vais aller un peu plus vite. Je pense que Noémie sera contente si je fais ça, non? Et puis, dernière chose, important, on ne juge pas les échecs. Ça aussi, c'est une différence peut-être avec la France. Aux Pays-Bas, si on a essayé, peut-être en tant qu'auto-entrepreneur, on a créé son entreprise, on a voulu essayer quelque chose, ça n'a pas marché, on a dû arrêter avec cette entreprise. Il n'y a pas de problème, vous l'avez essayé, ou vous ne pouvez pas savoir en avance. Vous avez eu le courage d'essayer quelque chose, ça marche ou ça ne marche pas. Ça, c'est logique, il n'y a pas toutes les initiatives peuvent marcher. Donc ça aussi, pareil, vous pouvez facilement raconter ça aux recruteurs. Et puis, très important, c'est une attention portée à l'équilibre de vie. Les Pays-Bas sont vus comme vraiment un bel équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Encore, ne confondez pas ça avec qu'on respecte bien les heures du travail. Si vous avez un contrat de 40 heures par semaine, donc 8 heures par jour, il faut travailler 8 heures par jour. C'est pas que vous pouvez dire, mais je rentre tôt aujourd'hui. Et naturellement, si vous n'avez pas terminé votre travail, vous restez au bureau pour terminer le travail qui doit être fait. Mais c'est tout à fait acceptable de partir à 17h30 si vous avez des horaires 8h30, 17h30 par exemple, pour avoir du temps avec votre famille le soir. Là, j'arrive au prochain chapitre. Donc, s'il y a des questions, je vous laisse les poser.
Non? Ok, mais je continue du coup. Je sais qu'il est dans le chat. Est-ce qu'il faut que je regarde dans Non, le chat? non, c'est bon. Parfait. Ok, donc là, il y a mon ordinateur qui ne fait plus rien. Ok, donc, pour postuler aux Pays-Bas, naturellement, il faut mettre à jour votre CV. Écrivez une lettre de motivation spécifiquement pour le poste. Là, je reviens vers ça quand même. Naturellement, on en a parlé tout à l'heure, mettez à jour votre profil LinkedIn ou créez un compte. Ça, c'est vraiment si vous n'avez pas encore de compte LinkedIn ou si vous ne l'avez pas mis à jour. Là, je pars du principe que vous êtes à la recherche d'un travail. Aujourd'hui, après les entretiens avec Untouchables, la première chose à faire, c'est mettre à jour votre profil LinkedIn. Ben, inscrivez-vous dans un cabinet de recrutement. Là, ça s'est fait après aujourd'hui. Et puis, naturellement, on a pas mal de job boards internationaux sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Et puis, des posts sur les réseaux sociaux. Si vous avez bien mis à jour votre profil LinkedIn, parce que LinkedIn est quand même aussi très intelligent, il va pouvoir matcher déjà les posts. Donc, non seulement avec des mots-clés, vous pouvez trouver les différents posts que vous cherchez, mais LinkedIn va vous proposer aussi des posts. Et ça, c'est vraiment fait sur la base de matching de mots-clés. Donc, ça veut dire que de plus que vous avez bien mis votre profil à jour, de mieux c'est pour LinkedIn de vous montrer des posts qui correspondent vraiment à votre profil. Là, j'ai une question. Combien de temps vous pensez un recruteur regarde votre CV? Donc, vous envoyez un message, donc votre CV, votre lettre de motivation au recruteur. Le recruteur, la première chose, c'est ouvrir le CV, c'est pas la lettre de motivation. Combien de temps vous pensez qu'un recruteur regarde votre CV? Donc, on a des réponses qui varient entre 1 minute 30 et 3 minutes. Merci pour les réponses. 7 secondes. 7 secondes, donc c'est rien. Ça veut dire qu'un recruteur, naturellement, il a l'œil pour, mais ça veut dire aussi, vous pouvez aider le recruteur. Parce que si un recruteur en 7 secondes va, en fait, déjà déterminer est-ce que je laisse passer ce candidat ou non pour aller à un entretien, en 7 secondes, il doit regarder les mots-clés. Donc, de mieux votre CV correspond au poste pour lequel vous postulez, de mieux c'est parce qu'en fait, vous aidez le recruteur. Imaginez que le recruteur recrute pour un poste en ressources humaines, quelqu'un qui a expérience avec le recrutement dans un environnement international, quelqu'un qui parle anglais et français. Ça veut dire que s'il ouvre le CV, ce sont les mots-clés pour lesquels il va chercher. Donc, si vous mettez déjà bien ressources humaines, il est un recruteur, il voyait bien que vous êtes français, donc français, anglais. Ça, c'est dans les 7 secondes, c'est comme ça qu'il va screener. Et donc, si vous avez fait tout ça, mais vous l'avez décrit d'une façon différente, en 7 secondes, il y a peu de chances que le recruteur va voir que vous êtes actuellement le bon candidat pour le poste. Donc, adaptez le vocabulaire au poste. Utilisez une police de caractère facilement lisible. Je le dis parce qu'on voit souvent que les gens ont envie d'être créatifs avec leur CV, parce que le CV, et je comprends tout à fait pourquoi on le fait, le CV correspond à soi-même, ça vous représente. Mais si vous mettez trop de petites choses avec trop de petites images et police caractère qui est un peu joueuse, on peut dire, c'est beaucoup moins facile à lire. Vérifiez bien l'orthographe, parce que les erreurs, déjà sur le CV et dans la lettre de motivation, ça donne quand même une autre image de vous. Soyez clair et concis, parce que le recruteur, il passe des jours à regarder des centaines de CV, et donc,
vous pouvez vraiment aider vous-même naturellement, mais aussi le recruteur à vous voir comme le bon candidat. Et assurez-vous que vos coordonnées sont toujours à jour. Là, vous pensez que c'est tout à fait logique d'avoir les coordonnées à jour sur votre CV, mais je peux vous garantir que ça nous arrive de devoir appeler un candidat et le téléphone ne marche pas, ancien numéro de téléphone. C'est quand même dommage si vous ratez un poste parce que les coordonnées ne sont pas mises à jour. Et si vous utilisez une photo, c'est absolument pas nécessaire, mais si vous utilisez une, prenez une qui est professionnelle. Donc ça, c'est un exemple, mauvais exemple qu'il ne faut pas faire. Et là aussi, ça arrive. C'est pas pour rien qu'on met ces exemples. Ça, c'est un bon exemple. C'est juste professionnel. Et si je me permets de rajouter par rapport aux coordonnées, n'oubliez pas devant votre numéro de téléphone de mettre l'indicatif. Parce que il m'arrive quelquefois d'avoir un 06 et il se trouve que les 06, ce sont des portables aussi bien en France qu'aux Pays-Bas et de ne pas savoir si c'est un plus 31 ou un plus 33. Donc, Oui. mettez bien aussi l'indicatif devant. Merci Noémie, en effet, parce que c'est vrai qu'après, on ne sait pas du tout si on a déjà un numéro de téléphone néerlandais ou pas encore. Et donc, adaptez votre CV à l'offre d'emploi pour lequel vous postulez à ce moment-là. Parce qu'on voit souvent des CV avec plein d'expériences et plein de compétences. Et de plus d'expérience de travail que vous avez, naturellement, de plus long votre CV va être. Aux Pays-Bas, par préférence, pas plus que 2 pages. Et mettez donc bien en avant les expériences qui sont relevantes pour l'offre d'emploi pour lequel vous postulez à ce moment-là. Et donc, vous pouvez déjà vous poser vous-même la question en quoi cette expérience est-elle intéressante pour ce poste-là. Et donc, être précis et concis est important. Et comment vous vous distinguez des autres candidats pour le poste. Optimisez votre CV pour les ATS. Donc, un ATS, c'est un Applicant Tracking System. Et comme la technique devient de plus en plus intelligente, on prend souvent, on a déjà une base de données, donc les cabinets de recrutement travaillent avec des bases de données dans lesquelles, d'un côté, ils ont mis le poste. Et de l'autre côté, quand vous postulez, votre profil va être intégré dans cette base de données. Et puis, le système va matcher le poste avec le CV du candidat et va vous donner déjà, donc le recruteur déjà donné une idée de comment le candidat correspond au profil du poste. Donc, pour donner un exemple, dans le cabinet de recrutement où j'ai travaillé, on avait un système. Le moment où on avait un poste dans le système, on voyait après les candidats liés au poste qui avaient postulé donc dans le système avec des pourcentages. Et donc, le poste, le ATS pouvait me dire tel et tel candidat, 90% avec correspondance avec le poste. Mais naturellement, un Applicant Tracking System utilise des mots-clés. Donc, imaginez qu'il y a un poste de commercial terrain et vous avez mis Business Development. En fait, c'est un poste qui peut très bien correspondre. Mais le système ne va pas penser qu'un commercial terrain va matcher au business development. Donc, il faut mieux s'adapter à la terminologie du poste pour, en fait, aider le système à voir que vous avez un match de plus que 80%, par exemple, pour le poste. La lisibilité du CV est important. Naturellement aussi, si vous utilisez des colonnes, des tableaux, des schémas, c'est beaucoup moins lisible. Et puis, la lettre de motivation. Il faut écrire une lettre de motivation. Ce n'est pas spécifiquement, si vous envoyez un email, encore une pièce jointe à part. C'est peut-être le CV en pièce jointe et puis quand même quelques mots, quelques phrases dans le mail.
Et donc, vous avez probablement déjà votre nom, adresse, date et location sur votre CV aussi. Mais si vous l'envoyez, mentionnez, personnalisez le plus que possible la lettre pour le recruteur et où vous avez vu le poste, parce que ça peut dire quelque chose déjà aussi. Pourquoi vous êtes intéressé, ça c'est toujours très important. Et c'est d'un côté l'entreprise, d'autre côté le poste, et pourquoi vous êtes le bon candidat. Il faut quand même dire que ça prend du temps d'écrire une lettre de motivation, mais le recruteur va surtout regarder votre CV. Donc, il ne faut pas être déçu si le recruteur n'a pas tout lu. Et naturellement, remercier le recruteur pour son temps. L'entretien. Est-ce que je suis toujours dans les temps, Noémie, ou est-ce qu'il faut que je... Non, tu es dans les temps. On avait juste une petite question dans le chat. Donc, c'était, pouvez-vous préciser quels sont les job boards internationaux principaux? Oui, très bon, très bien. Il y en a plusieurs et il y a de plus en plus de job boards qui sont néerlandais, mais qui ont en fait tous les postes aussi qui sont là. Donc, c'est Indeed. Indeed est un job board. Et je pense que le mieux vaut peut-être que quand on vous envoie plus d'informations après, on peut vous envoyer peut-être, Noémie, après, on a toutes les adresses email de tout le monde, que je vous fais un petit topo avec toutes les adresses de job board. Je pense que c'est peut-être plus facile. Il n'y a aucun souci. Oui. Comme ça, vous pouvez tout de suite cliquer là-dessus au lieu que je vous dis maintenant et après, vous écrivez avec. Donc, l'entretien, c'est quand même... Est-ce que j'ai encore 5 minutes à peu près ou plus? On a encore 5-6 minutes, comme ça laissera le temps à tout le monde d'aller boire un verre d'eau, etc., avant que les entretiens ne commencent. Ok, parfait. Ben, je vais speeder un tout petit peu du coup. Donc, comment bien se préparer pour l'entretien? Habillez-vous correctement. Amenez votre CV, je vais en revenir après. Hein. Amenez votre CV, du papier en stylo. Peut-être maintenant, il y en a plusieurs qui n'ont pas ça, un papier stylo, mais digital. Dans ce cas-là, expliquez que vous êtes en train de prendre des notes et que vous n'êtes pas en train de faire autre chose sur votre téléphone ou autre. Hein. Regardez le site Internet de l'entreprise et le poste pour lequel vous avez postulé. Préparez des questions. Et surtout aussi, regardez si vous trouvez, parce que là, avec Internet désormais, avec les réseaux sociaux, vous pouvez beaucoup trouver sur l'entreprise. Donc, habillez-vous correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Naturellement, il faut être soi-même dans le sens où il faut vous sentir aussi à l'aise dans l'entreprise. Mais vous pouvez facilement trouver des personnes qui travaillent déjà dans l'entreprise et voir un peu comment ils sont habillés, de quelle façon ils vont au travail pour avoir une idée si vous vous habillez correctement pour le poste. Donc, regardez le site Internet, il est vraiment très important que vous avez montré déjà l'intérêt parce que le recruteur ou la hiring manager va sans doute vous demander ce que vous avez déjà vu sur Internet de l'entreprise et il va vous poser des questions pour voir si vous avez bien préparé et que vous vous êtes bien rendu compte déjà pour quel type d'entreprise vous postulez. Et puis, il faut préparer des questions pour montrer vraiment votre intérêt. Donc, soyez à l'heure. Très important. Aux Pays-Bas, il est vraiment inacceptable de ne pas être à l'heure déjà pour être au travail, pour une réunion professionnelle, mais surtout aussi pour votre entretien. La première impression est très importante, mais naturellement, vous pouvez vous rattraper. Imaginez-vous que vous n'êtes pas à l'heure parce que vous êtes dans un train qui a pris du retard. Déjà, envoyez un message en avance. Je suis dans le train, je vais arriver, mais j'aurai peut-être quelques minutes de retard. Expliquez vraiment bien pour aussi montrer que vous vous rendez compte qu'il est inacceptable de ne pas être à l'heure. Et différenciez-vous, montrez votre personnalité, personal branding. Aux Pays-Bas, la personnalité est presque aussi importante que les compétences. On part du principe que
Une compétence, si quelqu'un manque encore en compétence, on peut l'apprendre. Mais une personnalité, on ne change pas. Donc, ça veut dire que si une personne correspond mais parfaitement au poste parce qu'il a les bonnes compétences, mais ils ne le sentent pas par rapport à la personnalité, et puis ils ont quelqu'un qui a la personnalité qui correspond parfaitement à la culture de l'entreprise, mais il lui manque quelques compétences, ils vont plutôt prendre la personne qui a la bonne personnalité pour apprendre après les compétences. Et soyez calme et confiant, mais surtout pas arrogant. Et mentionnez ce qui n'est pas indiqué sur le CV. Comme ça, le recruteur va vous connaître un peu mieux. On est beaucoup plus personnel aux Pays-Bas qu'en France. Donc, on a beaucoup plus tendance à déjà parler de notre vie privée aussi qu'en France. Donc, vous pouvez vraiment montrer une personnalité, votre personne. Et naturellement, le portable doit être éteint, le son. Pour l'entretien en vidéo, je vais passer un peu plus rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a, en fait, la préparation est presque comme un entretien classique, sauf que c'est très facile d'avoir des documents sous les yeux qui peuvent vous aider. Et naturellement, il faut bien tester la technique. Que pas le moment, si à 10 heures, vous avez un entretien, qu'à 10 heures, vous vous rendez compte que la caméra ne marche pas, parce que ça va prendre du retard du coup. Dernier slide, ce sont les différences culturelles. J'en ai parlé vite fait déjà avec le manque d'hiérarchie aux Pays-Bas et à ne pas confondre avec quand même la professionnalité qui est vraiment très importante aux Pays-Bas. Mais on va voir que c'est beaucoup plus commun de pouvoir tout dire, de vous exprimer. Et c'est même vu comme être engagé. Donc, si on demande l'opinion de quelqu'un, en fait, si en tant que Français, par politesse, on ne va pas dire à son manager qu'il trouve ça pas une bonne idée ou qu'on n'est pas trop d'accord. Si on ne dit rien aux Pays-Bas, en fait, ça s'est vu peut-être qu'on être moins engagé. La culture néerlandaise, pour celles et ceux qui sont déjà là depuis plus de temps, je pense que vous avez déjà remarqué que les Néerlandais sont assez directs. Ça peut être vraiment vu comme impoli et on est en effet beaucoup plus direct que les Français. C'est aussi la honnêteté. Pour les Néerlandais, ça peut être vu comme je suis honnête. On me pose une question, je ne vais pas mentir, même si la réponse n'est peut-être pas celle que l'autre personne veut entendre, mais on ne veut pas mentir non plus. Et donc, politique de la porte ouverte, c'est aussi, si vous avez une idée, vous pouvez aller voir votre manager pour en parler. Donc, l'expérience versus diplôme, il faut être ponctuel, non seulement par rapport à les horaires, mais par exemple, si vous avez promis de livrer tel et tel document mardi avant midi, il faut absolument livrer ce document mardi avant midi. Et puis, donc, la personnalité de la personne est très importante. Et puis, dernière chose, aux Pays-Bas, on commence en général par un CDD. Ça ne veut absolument pas dire que l'employeur n'a pas confiance en vous, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'a pas la tendance à vous donner après un CDI. L'intention est là, si le poste est fixe, il commence toujours par un CDD. Et puis, ça dépend un peu comment il veut partager les 3 CDD qui sont possibles en 36 mois. Soit il commence par un contrat d'un an pour en avoir encore 2 contrats d'1 an après. S'il veut une période d'essai, il faut avoir au moins un contrat de plus que 6 mois. Sinon, tu n'as pas le droit d'avoir une période d'essai. Sauf quand le contrat est plus de 2 ans, on peut avoir une période d'essai de 2 mois, sinon c'est 1 mois. Donc ça, c'est important. Mais surtout, ne pensez pas que si vous recevez un contrat CDD, que l'employeur n'a pas confiance en vous et que l'employeur n'a pas l'intention
vous donner un CDI après. Ça, c'était ma présentation. Est-ce qu'on a encore le temps de quelques questions?